Voilà, je vous l'ai annoncé à l'instant, ils sont en plateau. Nos invités de ce soir, Mohamed Yamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Julio Tometi, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juridique associé. Bonsoir. Bonsoir au plateau et aux téléspectateurs, tous qui nous suivent. Voilà, nous restons dans le sujet qui fait actualité. Le consultant politique est intervenu il y a quelques instants sur cette tension entre le Bénin et le Niger. Depuis cette déclaration du président de la République et les explications qu'il a bien fournies, il a bien voulu fournir autour de cette décision prise par le gouvernement du Bénin, il y a comme un appel faire une convocation du patriotisme des Béninois pour faire taire quelque peu nos frustrations et faire primer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Julio Tometi, est-ce que vous y souscrivez? Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire, en reprenant les paroles d'un ami, pour dire que toutes les questions ne sont pas des questions d'ordre politique. D'accord, toutes les questions d'ordre national ne sont pas des questions d'ordre politique. Et toutes les questions, même politiques, ne sont pas des questions partisanes. Et donc, à un moment donné, il faudra faire la part des choses pour mettre en fait l'intérêt du pays au-dessus de ce que vous avez appelé nos frustrations, nos récriminations, nos insatisfactions. Parce que, comme on peut le dire, quelles que soient nos dissensions à l'interne, lorsque des questions engagent en fait notre pays, qui est en but en fait à quelque peu sur un certain nombre de plans ou un nombre d'aspects avec un autre pays, le patriotisme, c'est-à-dire quoi, l'attachement que nous avons pour notre pays, et ça c'est universel, doit pouvoir primer sur les choses. Nous ne pouvons pas mettre en avant en fait nos récriminations, nos frustrations pour sur la base de ce que peut-être on n'est pas d'accord avec qui ou Y, se comporter carrément comme quelqu'un qui réunit d'une certaine façon sa patrie pour prendre fait et cause en fait pour un autre pays parce que peut-être on n'est pas d'accord avec qui ou Y. Et je pense que en fait c'est une attitude sur laquelle du moins il nous faudra encore véritablement travailler. Il faut que les individus, les citoyens travaillent encore en fait à ces valeurs-là, et ce n'est que en les implémentant que véritablement, lorsque des questions comme ça se posent, on sait faire la part des choses, on arrive à prendre les positions qui, à un moment donné, permettent même en fait aux gouvernants de trouver en fait un bouée de sauvetage. C'est ça qui est la question. Lorsque vous avez l'impression d'être délaissé en fait par vos concitoyens, par ceux pour qui vous prenez fait et cause tous les jours, vous pouvez peut-être ressentir un peu quel est, comment dire, l'effet de relâchement que ça pourrait avoir en fait envers vous. Parce que la question qui se pose, l'intérêt qui est en jeu, c'est pas l'intérêt par exemple de Patrice Talon, c'est l'intérêt du Bénin d'une certaine façon. Et donc que cette dissension subsiste ou pas, Patrice Talon subsistera. Mais les effets en fait c'est sur le Bénin, et le Bénin ça doit être en fait pour nous en fait la chose la plus importante pour démarquer, comme je le disais tantôt, en fait nos passions, nos émotions en fait des questions qui engagent l'intérêt national. Mohamed Yamidi. Eh bien, vous savez, des situations comme celle que nous traversons actuellement avec le Niger, quand ces jeunes situations arrivent, cela vient éprouver évidemment notre niveau ou notre degré d'engagement citoyen, notre degré de patriotisme. Cela vient montrer à quel point nous tenons à notre pays, à quel point on est prêt à défendre le pays, à défendre l'image du pays, à défendre les intérêts du pays face à n'importe quel autre, que ce soit le Niger, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Togo, que ce soit n'importe quel autre pays. Dans ces genres de situations, notre fibre patriotique devrait être convoquée, devrait prendre le dessus. Et c'est ce à quoi on devrait normalement s'attendre. Et moi, je vais globaliser en disant, en tant que citoyen, on peut décider de croire, on a le libre choix. Ou du moins, je retourne ça, en tant que citoyen, les citoyens ont le libre choix de croire ou non en un gouvernement. Mais quand il s'agit des questions de patriotisme, quand il s'agit des questions qui touchent
à la vie du pays, aux intérêts du pays, qui touche à son pays, comme le cas actuel de la situation avec le Niger. La question du patriotisme, la question du face à la souveraineté, je vais dire, du pays. La question du patriotisme, ce n'est pas une question à négocier, ce n'est même pas quelque chose, ce n'est pas un débat. Il devrait avoir cet élan de façon spontanée chez les gens. Ce n'est même pas une question, je ne parlais même pas de bon sens. Là encore, c'est une question de faculté. Mais ici, on parle du pays. Et qui que nous soyons, moi j'ai l'habitude de le dire, qui que nous soyons, d'où que nous venons, nous sommes tous des fils du pays et nous vivons pour que le pays puisse rester debout. Donc, dans des situations comme ça, nous devons spontanément nous lever pour dire non, pour dire, dans ce cas d'espèce, pour dire non au Niger, pour dire que c'est trop, pour rester derrière le président, pour le soutenir. On peut ne pas être d'accord avec la gouvernance, mais dans ce cas, il faut soutenir parce que ce que le président fait, qu'est-ce qu'il demande tout simplement, le président Talon? Il demande juste à ce que le pays, notre pays, le Bénin, soit respecté. C'est tout ce qu'il demande. Et quand celui qui est chargé, celui qui a, comment appelle-t-on, le destin du pays, même, qui conduit la destinée du pays, demande à ce que le pays, qu'est le nôtre, soit respecté, cela ne devrait pas être, on ne doit pas négocier, ça c'est pas à débattre, ça doit être spontané. Et donc, je suis à la fois surpris et étonné de ce comportement-là. On doit laisser tout ce qui est partisan de côté. Ce n'est pas une question partisane, ce n'est même pas une question d'opposition ou de mouvance. Spontanément, on doit reconnaître ça. Que ce soit quand on est ancien président, que l'on soit d'accord avec ce qui se fait ou pas, spontanément, on devrait apporter ce soutien à celui qui est là actuellement, qui tient le gouvernement, pour qu'il comprenne qu'il est en train de prendre des décisions pour des gens, et ces gens-là se tiennent prêts avec lui pour pouvoir aller de l'avant. Et comme je le dis encore, je le répète, on devrait tous se lever ensemble et dire spontanément non au Niger. Et malheureusement, il se fait que il y en a qui trouvent que peut-être que la position du Bénin est un peu exagérée, peut-être que cette décision qui trouvent que c'est un peu trop exagéré. Ce n'est pas mon cas. Je pense que le président Talon a vu juste, a fait ce qu'il fallait faire et au moment où il fallait le faire, je dirais même peut-être qu'il aurait dû le faire peut-être encore un peu plus tôt. Mais il a voulu accorder la bonne foi aux autorités de fait du Niger. Et pour moi, il est resté dans le timing. Je serais peut-être président que j'aurais pris cette décision il y a un mois. Ça, c'est moi. Mais il a voulu leur accorder la bonne foi. Il a voulu, puisqu'il disait dans son discours face à la représentation nationale en décembre, qu'il est temps quand même de les écouter, de demander ce qu'ils veulent. Et donc, c'est dans cette optique-là que le président a eu à attendre, envoyer ses émissaires et attendre de voir qu'est-ce que les autorités de fait du Niger veulent. Et là, on a vu qu'ils veulent certainement autre chose et donc qu'ils sont en train de chercher le bouc émissaire parfait. Et pour eux, le Bénin, le bouc émissaire parfait. Moi, je ne me fourvoie pas dans cette situation. Le Bénin, pour eux, est le bouc émissaire parfait parce que il s'agit tout simplement d'une question d'incompatibilité de deux systèmes. Il n'y avait aucun problème entre le Bénin et le Niger avant le coup d'État du 26 juillet. Donc, tout ce dont on parle est venu après le coup d'État. Et même quand il y a eu coup d'État, parce que quand on parle, il y a le fond, il y a la forme. Quand il y a eu coup d'État, ils n'ont pas remis en cause la question du pipeline. Ils n'ont rien remis en cause. Mais pourquoi maintenant vouloir justifier, vouloir chercher pour justifier le fait que l'on ne veuille pas coopérer comme il le faut. Parce que si la coopération devrait se dérouler comme cela est établi, conformément à l'accord, il ne revient pas à l'entreprise chinoise, comme on l'a dit, d'informer le Bénin du démarrage des activités. Donc, le minimum que l'on puisse demander à un État face à un autre, c'est de respecter cet État. Enfin, c'est de respecter la souveraineté de cet État. Et c'est tout simplement ce que demande le président. Pour moi, cela est clair. En tout cas, je pense que le président a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut au moment où il fallait le faire. Et pour moi, même les décisions que certains pensent dans le cadre des décisions de la CEDEAO, pour moi, si c'était à reprendre, on allait reprendre ça exactement comme ça. Il n'y a pas eu d'erreur pour moi. On assume. J'assume entièrement les décisions que les autorités béninoises ont eu à prendre en ce temps. Et pour moi, c'est ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait. Et si c'est à reprendre, on va encore le reprendre. Julo Tometi, en parlant de cette question, est-ce que
vous avez l'impression, tout au moins, que les partis politiques l'entendent de cette façon? Parce que le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est le service minimum. On a vu Renaissance nationale qui a été le premier à réagir. On a vu quelques leaders de l'Union progressiste, le Renouveau en parler ce week-end, les députés du Bloc républicain sur quelques plateaux. Est-ce que pour vous, c'est à la hauteur de ces réactions et ce qu'on est en droit d'attendre des partis politiques? Est-ce qu'on y est déjà? Non, on ne peut pas dire qu'on y est forcément, mais c'est déjà heureux que sur une question aussi cruciale, contrairement à l'habitude, aujourd'hui il y a une certaine réactivité. J'ai vu par exemple le compte de l'Union progressiste, un communiqué officiel qui était sorti. Et je pense que si ça se passe comme ça, un bon militant, comment dire, militant de parti politique, en fait, ces messages, d'une certaine façon, doit pouvoir, en fait, faire l'émule au sein de la population. Je dis notamment d'abord au sein des militants et quitte à ce que cela, par un effet boomerang, d'une certaine façon, puisse peser, en fait, fondamentalement dans l'opinion. Parce que ce n'est pas une première. Et je pense, comme on l'avait dit, les partis politiques ne peuvent faire ce qu'ils ont fait actuellement. Sinon, il y a un travail préalable. C'est ce travail de conscientisation, ce travail de formation à la citoyenneté d'une certaine manière, aux valeurs de la République qui permettent, en fait, dans ces circonstances-là, d'évaluer, en fait, ce que l'on a pu inculquer aux uns et aux autres. Qu'ils vous souviennent que dans tous les cas où ces schémas, où ces situations sont produites, vous vous souvenez du cas avec le Nigeria et récemment maintenant avec le Niger. Et vous serez étonné d'entendre en fait des compatriotes dire que tel pays a raison de nous fermer ses frontières. Quoi que ce soit, même dans le cas du Nigeria, beaucoup l'avaient dit, le cas du Niger aussi, certains ont estimé que oui, le Niger avait raison. Dans le même temps, on a entendu d'une certaine façon de l'autre côté du Niger des ressortissants nigériens condamner fortement la chose parce que, comme on le dit, ceux à qui en fait ces situations défavorisées, notamment, ce sont les populations, ce sont les commerçants, c'est tout cela qui engendre aujourd'hui ce que nous appelons la vie chère, pour lequel certaines personnes, au lieu de chercher en fait les solutions adéquates, ont préféré en fait battre le macadam parce qu'ils en avaient d'une certaine façon faim ou soif, je ne sais pas. Et donc, fondamentalement, il y a lieu à ce que nous travaillons à fouetter en fait cet égo de patriotisme. Je ne parle pas de nationalisme parce que le nationalisme pouvait s'entendre mal, mais au moins en fait l'amour en fait de la patrie, nonobstant tout ce qu'on peut avoir. J'ai lu quelqu'un aujourd'hui, je voudrais bien le rappeler, en récitant un auteur, il dit on ne peut pas être patriote en étant fin. Mais le mal c'est que on ne peut pas continuer à vivre en n'étant pas patriote. Parce que, en fait, en se désolidarisant en fait, de son pays, si tout le monde le fait comme ça, imaginez un peu ce que ça peut devenir. Je voudrais prendre une anecdote que les gens racontent souvent d'une certaine façon pour jouer quand on parle de conciliation. Voilà, en fait, dans un ménage, le couple, les uns sont fâchés, la femme est fâchée contre l'homme, ils sont allés dormir fâchés. Ils se sont fait dos, mais dans la nuit, un étranger entre, c'est-à-dire un délinquant, d'accord, par effraction. Qu'est-ce que la femme fait? Malgré, en fait, qu'ils soient en dissension, malgré que les uns et les autres ne se parlent pas, il réveille, en fait, son mari pour dire, il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'à partir du moment où, quelle que soit votre dissension interne, lorsque, en fait, votre intérêt commun est menacé par l'extérieur, vous devez en fait avoir un sursaut qui permet d'abord de sauver ce qui a lieu de sauver, et on va continuer peut-être à parler de nos divergences, à parler de nos On réglera nos comptes après. On réglera nos comptes après. Mais actuellement là, il faut quand même, au-delà de quoi il dit, il faut dépasser la chose, il faut oublier, excusez-moi de le dire, il faut oublier Patrice Talon. Les gouvernants peuvent avoir fait des erreurs, ça arrive toutes les fois d'une certaine façon. Encore que jusque-là, dans tout ce que nous avons, le Bénin a eu une attitude responsable. Le Bénin n'a jamais eu une attitude isolée par rapport à quoi que ce soit d'une certaine façon. Les positions du Bénin ont été clairement affichées à tout moment. Les gens sont parano de l'autre côté et d'une certaine façon, les compatriotes qui savent aussi que les arguments avancés, d'accord, ne sont pas en fait des arguments soutenables, mais comme c'est dirigé contre X ou Y,
d'accord, alors tout le monde prend et véritablement c'est le pays qui est oublié. Nous sommes là en train de nous chamailler, de nous charcuter, et c'est de l'autre côté peut-être que le plus grand malheur viendra. Je pense en fait, nous devons, dans ce que nous disons, nous devons en esprit, comme certaines personnes ont dit, en prière d'une certaine façon, travailler à soutenir davantage de nos intentions, ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils trouvent les meilleures solutions, qu'ils soient le mieux inspirés que possible pour trouver une solution adéquate à cette crise qui se passe. Il n'y a pas lieu de dire forcément c'est telle personne qui a raison, c'est telle personne qui a raison. Mais il y a en fait ce lien de rattachement que nous devons quand même manifester aujourd'hui pour notre pays, parce qu'en vérité, il s'agit d'une divergence entre deux pays et on ne peut pas, non, même pas dire qu'on est au juste milieu, on ne peut pas dire qu'on va prendre parti, mais on ne peut pas continuer d'une certaine façon à pointer du doigt son propre pays parce qu'on n'est pas d'accord avec les dirigeants. Oh, j'ai posé la question par rapport aux partis politiques. Il y a aussi les autres corps sociaux, hein, ce qu'on appelle grosso modo la société civile. Là également, il y a pratiquement pas de réaction. C'est à la limite surprenant parce que ce soit les partis, que ce soit d'autres, ils étaient tous là et ils étaient allés même se réunir, ils avaient fait un meeting pour dire que la décision prise par le gouvernement de fermer les frontières suite aux décisions de la CEDEAO dans le temps, que ce n'était pas bien, que le gouvernement ne devait pas le faire. Mais quand il y a eu levé des sanctions de la CEDEAO et que le gouvernement béninois s'est empressé d'exécuter et d'ouvrir les frontières et que à son tour le Niger ne l'a pas fait, on ne les a plus vus dire que cette fois-ci ce que le Niger fait n'est pas bon. Et ça veut dire qu'il y a des Béninois qui, sans vouloir jeter la pierre aux uns aux autres, il y a des Béninois qui se réjouissent de cette situation raisonnablement. Ou du moins pourvu que le gouvernement soit en difficulté. Écoutez, même si je ne le dis pas, ce que je viens de dire là paraît quand même assez clair, chacun pourrait en tirer sa conclusion. Je ne vais pas le dire tout simplement par respect pour le pays et par le fait de croire que je sais qu'il est anormal que les gens puissent se réjouir d'une telle situation, et donc je ne vais pas pouvoir le dire. Mais cela, c'est ce qu'il paraît. C'est ce qu'il paraît. Et donc, il est fondamental de continuer à insister et que les gens comprennent que cette décision du gouvernement, cette décision du président de la République et donc du gouvernement n'est pas une décision de rupture avec le Niger, mais c'est beaucoup plus une décision pour les amener, les forcer à revenir à la table des négociations. Parce que, et en prenant un peu du recul, moi je me suis dit, et ça, je jette ça je laisse ça dans les mains du juriste qu'est Julio, la question du bilatéralisme. Quand on dit bilatéralisme, que ce soit en économie ou en droit, cela est basé sur des échanges. Ça appelle la question de l'échange et donc de l'accord bilatéral. Maintenant, si l'on ferme unilatéralement les frontières, c'est-à-dire qu'on interdit tout échange, comme on le voit là, comme le Niger l'a décidé depuis un moment, tout échange entre nous deux, pour moi, je pense objectivement que le bilatéralisme prend déjà un coup, ou du moins ce n'existe plus. Le contexte là même, le contexte du bilatéralisme n'est plus ce que ça doit être. Et donc, par conséquent, l'accord bilatéral prend un coup. Et donc, les premiers, donc de ce fait, qui ont porté un coup d'arrêt, j'allais dire, à cet accord bilatéral, c'est d'abord ceux qui ont choisi unilatéralement d'interdire toutes sortes d'échanges. Et quand on entend ça comme ça, qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent? La question alors, il faut alors trouver, parce que en tant que président, en tant qu'élu, en tant que chef de la nation, et qui tient à sa parole, qui tient au respect de l'engagement de son pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le moyen plutôt de ramener ces gens-là à la table pour dire que voilà ce que nous avons pris comme engagement, donc trouver le moyen de respecter ça. Et donc, de ce point de vue, ce que la décision du côté du Bénin est beaucoup plus pour ramener au contexte, c'est-à-dire qu'il y a déjà une violation qui a commencé quelque part, et nous on a dit non, ça ne doit pas être comme ça, et on a fait ce qu'il faut pour que les gens reviennent à la table de négociation, pour que nous puissions respecter. En quelque sorte, c'est pour forcer le dialogue. Pour forcer le dialogue. Donc c'est comme ça que moi je perçois la chose, et donc il était nécessaire de prendre une telle décision, et ça a été prise parce que dans le fond,
quand et je reviens encore sur le fait que tout ça est venu après le coup d'État. Parce que même quand ils sont venus, comme je l'ai dit tout à l'heure, au pouvoir après le coup d'État, ils n'ont pas remis en cause la question du pipeline. Maintenant, le pipeline en question, ça traverse aussi la frontière nigérienne pour venir ici. Et ici, ça traverse plus de 650 km de notre territoire. Donc, puisque ça traverse la frontière pour venir ici, mais si on a fermé les frontières et qu'on empêche tout échange, donc en temps normal, ils considèrent alors que le pétrole, qui est une richesse, qui est une vraie richesse pour eux, peut passer, mais il ne peut pas avoir les autres échanges. Il peut avoir échange à ce niveau-là, mais il ne peut pas avoir échange. Pour moi, c'est une aberration totale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut que quelqu'un puisse le dire, quelque chose ne va pas. Et je pense que c'est ce que le président de la République a fait. Le président Talon, c'est ce qu'il a fait. Donc, de ce point de vue, il y a du 2 poids 2 mesures. Il y a une question, quelque chose me paraît, il y a une sorte de dichotomie ou de bicéphalisme à ce niveau-là qu'il faut clarifier. Raison pour laquelle il faut forcément aller à la table de négociation. Et donc, je pense que cette décision, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, il y a une autre donnée qu'il faut peut-être ajouter dans le panier d'analyse. Le consultant politique le rappelait tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement a, disons, quelque peu mis une offre sur la table par rapport aux craintes des gouvernants nigériens, par rapport à ces allégations de base qui formeraient des terroristes ici au Bénin, de venir voir par eux-mêmes et de venir les corroborer s'ils le veulent réellement. Là, comme le consultant le dit, on peut tester la bonne foi de ceux d'en face. Le papa du gouvernement a été plus loin. Il peut tester ça, d'accord, avec l'appui de leur partenaire militaire actuel, d'une certaine façon. Donc, ils sont pour dire, en fait, qu'ils ont toute la logistique, toute la logistique d'amener qui il veut, par le sol ou par les airs, pour venir faire ce contrôle-là. Et je pense, en cette matière, il faut d'abord le dire, peut-être nous, à notre niveau déjà, et là, j'indexe fondamentalement la presse, vous savez, cet aspect de cette question de base militaire, c'est nous-mêmes qui l'avons nourri d'abord, en fait, par les ragots que nous colportons. Il y a des activistes même, des gens qui se disent activistes même, qui ont dû répondre devant la juridiction parce qu'ils avaient lancé de fausses alertes d'une certaine façon. Nous, on avait pensé qu'en ce moment-là, en fait, la presse, c'est-à-dire les journalistes d'investigation devaient prendre cette question-là à cœur pour, en fait, aller chercher avec le professionnalisme qui s'y est pour, en fait, évacuer ça d'une certaine façon des subconscients. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme je le disais. En fait, vous avez de l'autre côté un putschiste, d'accord, un militaire putschiste. Vous avez de ce côté un homme d'affaires élu démocratiquement. L'un dit, le putschiste dit, le parano, c'est le paranoïa, comme on le dit. En fait, vous craignez que ce que vous faites finira par vous faire d'une certaine façon. Donc, il craint qu'il y a base militaire, et sur cette base-là, le danger peut venir toujours de l'autre côté, alors que tout le monde sait comment eux-mêmes ils sont venus au pouvoir. Ce n'est pas là, en fait, le truc là. Et de cette position, en tant que président de la République et homme d'affaires, vous savez, chacun tire, en fait, sur cette ficelle. De son expérience, oui. De son expérience. Vous avez bloqué les frontières pour dire qu'il n'y aura pas d'échange. Alors, s'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas d'échange totalement, d'une certaine façon. Qui a dit, on ne peut pas avoir 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas d'échange, c'est qu'il n'y a pas d'échange. Puisque, en fait, le bilatéralisme, comme le dit comme le disait Liami tout à l'heure, ça implique tout d'une certaine façon. Vous ne pouvez pas choisir les produits qui vont transiter et ceux qui ne vont pas transiter d'une certaine façon. Donc, à partir de ce moment-là, bon, est-ce qu'on pourra se dire aussi, est-ce que peut-être cette base militaire, qui n'existe que dans l'invisible subconscient des gens, peut-être ça peut passer par le... Ça peut, en fait, on peut-être nous dit qu'on va créer des tunnels et que les tunnels vont passer du Bénin pour aller vers le Niger. Non, en fait, il faut dire. Vous savez, et c'est quoi je l'ai dit tantôt, toutes les positions du Bénin dans cette crise-là a été toujours les positions les plus responsables et les plus claires. On a connu beaucoup de pays qui ont affiché des positions et qui ont été joués des rôles, des jeux de couloir après. Je ne vais pas dire de pays, mais il y en a au moins 2, d'accord, où on a pris des décisions ensemble, mais des gens sont allés faire autre chose. Le Bénin a toujours montré sa disponibilité et sa responsabilité par rapport à toutes les initiatives qui ont été prises par la CEDEAO. De sorte qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un à accuser, en fait, dans cette matière, par rapport peut-être à la position que le Bénin aurait adoptée, parce que, à côté de ce que on soupçonne le Bénin d'avoir des bases militaires françaises, il y a aussi que
la position antérieure du président Patrice Talon aurait joué beaucoup parce qu'il était de ceux qui, en fait, comment dire, militaient pour une intervention militaire. Mais ça, c'est naturel pour tout bon démocrate. Maintenant, lorsque on a analysé les rapports de force, lorsque la CEDEAO en février dernier a décidé finalement, en fait, de revoir sa position, le Bénin, c'est comme un bon élève responsable de ses actes, c'est conforme d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, où se trouve le problème? Et qu'on ramène en fait le problème de la CEDEAO, de la sous-région, d'une certaine façon, à un problème Bénin-Niger. Je pense qu'en fait, ça n'a pas de sens du tout. Et nous devons nous en rendre compte. L'autre chose qu'il faut évoquer, c'est quoi? C'est que il y a cette question, surtout toujours cette question de débat militaire. Vous savez qu'aucun pays africain, sur le plan militaire, n'arrive pas à fonctionner sans des coopérations militaires. C'est-à-dire les questions de coopération militaire, comme le disait en fait le porte-parole du gouvernement, est différent de la question les pays de base militaire. Et donc, parce qu'un putschiste est venu au pouvoir, le Bénin doit réviser en fait ses accords militaires. C'est comme si le Bénin demandait par exemple aux Nigériens de dire, bon, parce que vous avez les Russes chez vous, on ne peut pas faire affaire avec vous, parce que peut-être on ne sait pas ce que les Russes peuvent penser de nous demain, ce qu'ils peuvent faire à travers nos frontières. Non, en fait, je pense, en fait, il y a, comment dire, les règlements par rapport aux questions d'intervention militaire et les positions, comme je disais tantôt, les positions affichées par le Bénin ont été toujours les plus claires. Il n'y a pas de jeu de couloir du tout. Je ne sais pas si, au-delà des arguments formels que la partie nigérienne a évoqués, s'il y a d'autres éléments personnel d'une certaine façon, et c'est là que j'en viens. C'est comme s'il y a des éléments personnels et que les gens oublient en fait la patrie. Et les peuples aussi, malheureusement, d'une certaine façon, s'y mettent d'un côté ou de l'autre, s'y mettent en oubliant quels sont véritablement les intérêts des partis. Les gens ont crié lorsque nous avons, par rapport à la CEDEAO, les gens ont crié pour la promotion de la CEDEAO des peuples. D'accord? Non pas la CEDEAO des États, mais la CEDEAO des peuples. Est-ce que ce qui est en train de se passer là, est-ce que ça favorise la CEDEAO des peuples que des gens veulent promouvoir parce qu'ils estiment que les chefs d'État de la sous-région ont trop embrigadé l'instrument, en fait, CEDEAO à leurs intérêts et qu'aujourd'hui, qu'on ait véritablement une intégration formelle des peuples? Est-ce que prendre l'initiative, est-ce nihilo, d'accord, de fermer ses frontières avec un pays frère, est-ce que ça participe en fait de cette cohésion-là, de cette CEDEAO, de cette, de cette CEDEAO, de cette communauté des peuples d'une certaine façon? Je pense que non. De sorte que d'un côté ou bien d'un autre, je pense qu'aujourd'hui il revient en fait fondamentalement au peuple, d'accord, d'accompagner leurs gouvernants, non pas aujourd'hui de ressasser peut-être les frustrations, mais véritablement se dire la situation n'est bonne ni pour l'un, ni pour l'autre. On peut penser que ça fait seulement mal au Bénin. Non. Interroger, nous avons vu beaucoup de choses. Ce que nous vivons ici, nous parlons de comment on appelle, d'inflation sur les denrées de première nécessité. C'est parce que on ne va pas de l'autre côté qu'on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, mais ce n'est pas le cas d'une certaine façon. Vous savez, en fait, nous avons appris la semaine dernière, les pays, je ne peux pas peut-être pour jeter la pierre, mais les pays du Sahel, certains pays du Sahel sont en grande difficulté. C'est presque en fait la grande famine. Et les systèmes qu'ils ont rejetés hier, ce sont ces systèmes-là aujourd'hui, qui sont en fait, qui viennent aujourd'hui en appui fortement. Donc pour dire, on ne peut pas en voulant changer, renverser totalement, complètement et brusquement en fait la table. Il faut aller par méthode. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui? Quelles sont les portes de sortie? Portes de sortie... de toute façon, il faudra négocier à un moment ou à un autre. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la décision prise par le Bénin, c'est déjà pour les amener, les forcer à venir à la table de négociation. Ça, c'est déjà une chose. On va prendre le temps d'observer ce que ça donne. Ce qui est sûr, si les bateaux ne peuvent pas accoster, si le pipe ne peut pas passer, ça veut dire que le contrat est en train d'être mis en pause. Et comme je l'ai dit, les premiers qui ont décidé de cela, c'est ceux qui n'ont pas voulu qu'il y ait échange. Quand ils seront prêts à ce qu'il y ait échange, quand ils comprendront que cela va de l'intérêt de nous tous, qu'il y ait échange, ils viendront à la table de négociation et on va pouvoir négocier. Ce qui est sûr, c'est une décision qui est prise. On va prendre le temps de voir. Ça ne va pas empêcher les négociations. Pendant que la décision est prise, je pense que du côté du Bénin, on va toujours continuer par faire ce qu'on avait fait, c'est-à-dire toujours tendre la main, toujours envoyer des émissaires
pour qu'on puisse venir Le chef de l'État l'a dit discuter. Le chef de l'État l'a dit. Je pense que ça va continuer. Parce qu'il y a une chose qui est claire. Et là, on est en politique comme dans l'intérêt des nations. Le fait de se préparer, je le dis comme ça, à entrer en guerre, sans toutefois rentrer réellement en guerre, c'est de là qu'il faut procéder. Et c'est important en politique. Quand nos valeurs sont claires, quand nos idéaux sont clairs et bien alignés, et quand nos intérêts sont en jeu, il faut se battre, il faut prendre des décisions qu'il faut. Maintenant, la question de base de tout ça là, de base militaire, de ce que on abriterait des forces étrangères pour pouvoir les attaquer, en dépit de ce que je leur ai dit, comme quoi la présence des Russes chez eux là, est-ce que nous on leur a dit que ça nous enchante? Mais au-delà de ça, moi j'avais déjà dit depuis le coup d'État, ces gens-là, ils cherchent juste des faux fuyants. Ils ont besoin de quelque chose pour agaillardir le peuple, pour les occuper. Ils avaient déjà dit que leur transition ne va pas excéder 3 ans, donc ils ont déjà défini eux-mêmes leur mandat. Ça, moi, je prends les choses de cette façon. Maintenant, il faut toujours continuer par donner quelque chose au peuple pour le agaillardir le temps qu'il juge nécessaire de continuer encore par gérer les affaires du pays. Et donc, la question de base militaire, de machin et tout ça, ils ont eu ces informations-là quand? Parce que quand ils sont venus, ils n'ont pas remis en cause le peuple, comme je l'ai dit. À quel moment ils ont eu ces informations? Et s'ils ont eu ces informations, s'ils sont capables de rester là-bas et d'avoir ces informations avec ces précisions-là, ils ne sont pas capables de limiter les attaques qui se passent sur leur propre territoire, au point de venir demander d'abord, nous, à ce qu'on puisse se conformer à leur volonté pour qu'eux puissent sécuriser le pays. Quand nous voulons lutter ici contre le terrorisme à l'intérieur et au niveau de nos frontières, là, est-ce que nous demandons... Jusqu'à preuve du contraire, ça tout le monde le sait, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Donc, du coup, nous ne demandons pas pourquoi ils demandent ce que nous ne demandons pas, alors que nous sommes amenés, on fait face aux mêmes menaces. Nous faisons aussi face aux menaces terroristes et nous essayons de gérer avec nos moyens, nous définissons nos moyens, et quand il faut discuter avec les autres, on a vu le président sortir pour aller discuter au Burkina. Au Burkina. Donc, je pense que c'est ça l'approche globale. Et donc, je reviens pour dire que c'est un faux fuyant. Ils sont en train de chercher le bouc émissaire parfait. Parce que, au-delà un peu de ces analyses pour moi superficielles que beaucoup de gens, même ceux qui se disent spécialistes de relations internationales et de géopolitique, quand vous regardez un peu avec la géographie, la situation aujourd'hui du Niger, vous avez le Niger, vous avez le Burkina, vous avez le Mali. Quand vous prenez dans l'espace, dans l'Afrique de l'Ouest, là, Niger, Burkina, Mali, il y a le Togo qui est ici, il y a le Bénin. Et quand vous prenez le carré là, au niveau de l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que le Bénin ou les autres régimes là, le Niger d'aujourd'hui, et le Mali, le Burkina, ils sont compatibles, hein, puisque c'est des militaires, c'est des putschistes. Bon, on sait ce qui se passe comment appelle-t-on, à l'ouest du Bénin. Je ne veux pas dire que c'est, je ne veux pas qualifier ça. Et donc, quand vous prenez ça, il n'y a que le Bénin qui reste dans une posture vraiment de démocratie, qui reste dans... Donc, il y a un problème d'incompatibilité du système. Et pour ces putschistes qui sont au pouvoir au Niger, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, tant que nous restons comme nous sommes là et que nous sommes fréquentables par nos partenaires, que ce soit l'Union européenne, que ce soit en réalité, c'est la position que ça reste pour eux un danger. Et donc, ils se sentent en danger. Oui, c'est ça, en fait, le vrai problème. Manifestement, pour finir sur ce sujet, manifestement, il n'y a que le Niger qui sent encore... qui ne sent que ce danger, puisque en termes de coopération militaire, même avec le Burkina dirigé par un militaire, vous l'avez dit à la date d'aujourd'hui, le seul président qui a été reçu, qui a fait le déplacement au Burkina depuis que le capitaine Traoré est là, c'est Patrice Talon, c'est le Bénin. Avec le Mali, on a plutôt de bonnes relations. Absolument. La vice-présidente est allée négocier le retour de nos soldats au Mali, ça s'est plutôt bien passé. Donc en réalité, ce n'est qu'avec le Niger qu'on a... C'est donc pour vous dire à quel point c'est un faux fuyant et qu'ils ont besoin de quelque chose pour agaillardir le peuple. Quand ils ont justifié par la présence des Français et que finalement les Français sont partis, il faut bien maintenant qu'ils s'accrochent encore à quelque chose d'autre pour agaillardir le peuple, comme quoi l'histoire... Les Français qui sont partis au Tchad, c'est connu. L'histoire de base militaire est bien connue. Maintenant, encore que, on l'a déjà dit, si c'est vraiment les questions de base militaire, de présence militaire, ils ont plus de 1700 km de frontière avec le Tchad. La plus grande base, c'est au Tchad, au niveau des Français, que ce soit les Français, que ce soit les Américains. La menace même là-bas, si ça devait constituer une menace, donc de l'autre côté, c'est encore plus important. Tout ça pour vous dire à quel point ces gens-là sont en train de jouer. Bon, maintenant, on va finir. Est-ce que vous pensez que la main tendue du Bénin sera prise pour venir vérifier ce qu'ils veulent? Moi, je pense même qu'ils ne viendront rien vérifier.
parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à vérifier, parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront rien. Et donc, pourquoi prendront-ils le temps de venir vérifier? Ou ils vont continuer de s'accrocher jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que vraiment, ils n'en peuvent plus et reviennent à de meilleurs sentiments et revenir à la table de négociation, ou ils vont continuer pas à jouer au dilatoire. Mais venir vérifier quoi? Venir vérifier quelque chose qui n'existe pas. C'est de la bonne foi que nous nous manifestons pour dire, si vous voulez, vous pouvez venir. Encore qu'on n'est pas obligé de faire ça. On n'était pas du tout obligé de le faire parce que quand ils ont voulu amener les Russes chez eux, ils ne sont pas venus demander notre avis. Ils n'ont pas demandé si ça nous plaît ou pas. Donc, si nous voulons collaborer avec des Français, avec les Américains, avec les Turcs, avec je ne sais qui, tu ne vois pas en quoi ça les concerne. C'est un problème béninois, tout comme leur coopération avec les Russes et autres est un problème nigérien. Quand ils prennent cette décision-là, ils le prennent pour les Nigériens. Et donc, quand le président ici prend cette décision, il le prend également pour les Béninois. Voilà, pour finir, c'est sur cette... Oui, comment vous voyez la situation un mot sur le patriotisme et notre comportement. J'ai lu il y a quelques jours, en fait, un soi-disant panafricaniste qui fait beaucoup d'émules, d'une certaine façon, et qui, notamment pour des actes antipatriotiques, envers un État dont il a la nationalité, on a dû enclencher en fait la déchéance de sa nationalité. Je l'ai lu il y a cela quelques jours sur les plateformes sociaux et j'étais écœuré. Il dit par exemple en fait, c'est pourquoi certains parlaient d'ego. Que le président Patrice Talon aurait peut-être mieux fait. C'est comme si le président Patrice Talon devait aller présenter platement en fait ses excuses, d'accord, aux autorités nigérianes pour avoir en fait suivi en fait les recommandations de la CEDEAO. Et donc je suis d'accord avec vous. Peut-être que ce n'est pas une question de base militaire, peut-être que l'argument est ailleurs, peut-être que juste c'est une question d'ego d'une certaine façon. Et quand vous entendez les vôtres en fait tenir de tels arguments, comme si votre président de la République, celui qui incarne en fait tout le Bénin, doit aller pour rester digne, rester responsable par rapport à une décision qu'on a prise ensemble parce qu'il y a une situation anormale qui s'était produite, qui aujourd'hui, doit aller peut-être platement, peut-être s'il faut s'agenouiller d'une certaine façon devant les autorités militaires nigériennes, vous pouvez voir en fait juste à quel point en fait, la notion de patriotisme a déserté les cœurs parce que d'une certaine façon, les intérêts sont ailleurs. Et comme chacun recherche ses intérêts, à partir de ce moment-là, le Bénin devient orphelin. C'est ça que quelqu'un a dit d'une certaine façon. Et ça a fait beaucoup de trucs là, qui dit c'est comme si le président de la République aimait le Bénin, mais n'aimait pas les Béninois. C'est vrai, personne n'a jamais aimé les Béninois. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui aime le Bénin, c'est-à-dire qu'au Bénin, aujourd'hui, le Bénin peut se prétendre d'une certaine façon d'avoir quelqu'un. Parce qu'on a l'impression que personne n'aime ce Bénin. Chacun s'aime, chacun aime les uns les autres, mais le Bénin devient orphelin d'une certaine façon. Donc, au moins, il y a un qui aime le Bénin. Au moins, il y a un qui aime le Bénin et nous en sommes fiers. Permettez-moi de dire une chose rapidement pour finir. Pour moi, il est clair. Hein, il est clair, et c'est ça la position du chef de l'État. Nous sommes démocrates par les décisions que le Bénin a eu à prendre. Nous avons affirmé à quel point nous tenons à la démocratie et nous restons encore démocrates et nous le ferons encore longtemps. Voilà, merci Mohamed Yamidi, vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Julio Tometi, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. C'est ce qu'on pourrait dire sur cette question. Le débat se poursuit bien entendu sur nos antennes. On se donne rendez-vous pour demain pour d'autres développements, mais en attendant, vous pouvez revivre comme à l'accoutumée nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct et continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Télé avec vous, pour vous.